Bonjour tout le monde, je suis Liko Imale, vous écoutez actuellement le Maquis, un podcast de l'AMICAS, l'amicale des étudiants africains, caribéens et sympathisants de la Sorbonne. Dans cette deuxième partie, du coup, hors des contextes nationaux, on rejoint Joao Gabriel, doctorant à l'université Johns Hopkins à Baltimore aux États-Unis et fondateur du blog de Joao, un espace de réflexion politique. Comment finalement on peut penser les conditions des minorités sexuelles et de genre afro dans un contexte occidental ou en particulier en France? Alors, moi, dans ce que j'ai étudié, par exemple, avec mon mémoire, on peut distinguer, pardon, différents sous-groupes. On a déjà parlé des afro-descendants de Caraïbes, il y a aussi des afro-descendants du continent africain. Euh, il y a aussi ceux qui sont nés, qu'ils soient caribéens ou africains, qui sont nés en France, et d'autres qui arrivent avec la migration. Donc déjà, c'est des parcours différents. Et bien sûr, les classes sociales, même si globalement, euh, il y a une, comment dire, il n'y a pas une homogénéité, mais voilà, globalement, ce sont les afros vivent, minorités sexuelles et de genre afro vivent avec la majorité des afros dans des quartiers populaires, même si ce n'est pas que ça, mais on va dire dans les grandes tendances. Et aussi, il y a des personnes qui se reconnaissent comme LGBT, d'autres non, donc qui se reconnaissent, qui fréquentent des lieux de sortie et de sociabilité homo, mais qui se reconnaissent pas dedans, d'autres qui fréquentent pas du tout, mais vont que sur les applis. Donc, c'est une façon de fréquenter, mais pas des lieux physiques, etc., pour rencontrer du monde, etc. Donc, il faut faire attention, voilà, au fait que la construction politique de certains sujets comme la question afro-LGBT, elle est, comment dire, elle est l'objet de beaucoup d'attention et de discours extérieurs et de discours qui sont liés à la négrophobie, tout simplement, qui font que de la même façon que les communautés noires sont parlées énormément de l'extérieur pour les nuire, eh bien, en fait, ce sujet-là, il est aussi un sujet miné, mais avec quelque chose de plus vicieux que les discours dominants prétendent vouloir sauver les Afro-LGBT de leurs horribles communautés, etc. Donc, cette question, elle est un peu minée par la négrophobie, etc. Il faut réussir à la poser en la sortant des dynamiques négrophobes qui la contraignent, on va dire. Et une des questions sur lesquelles je pense qu'il est important de réfléchir quand on pense à la condition des minoritaires afro, c'est que il y a l'enjeu du coming out, c'est quelque chose qui, dans le contexte occidental, relève un peu d'une injonction, c'est-à-dire que ce soit la musique, les films, les documentaires, le coming out est présenté comme la porte vers la libération, le salut, et il y a toujours une rhétorique de c'est se mentir à soi-même, c'est ne pas être vrai avec soi-même, etc. Et sans nier que on puisse mal vivre le fait de ne pas être publiquement homosexuel, il faut comprendre que ce discours-là, un peu comme ce qu'on disait plus tôt, autant on peut remettre en question la binarité homo-hétéro, on peut aussi remettre en question l'idée que tout devrait passer par le coming out. Mais le problème de cette remise en question, il me semble, c'est que dans les critiques antiracistes et décoloniales qui ont été faites à l'injonction du coming out, en fait, on a pris la chose à revers, c'est-à-dire que d'un côté, on considère que les blancs, c'est le coming out, et de l'autre côté, les non-blancs, c'est le non-coming out. Et je pense qu'il faut faire attention à ça et complètement sortir de cette opposition coming out ou pas coming out pour plusieurs raisons, parce que quand on parle de coming out, on parle de la possibilité que quelque chose puisse ne pas être dit, mais ça concerne pas, par exemple, les trans, on parle de LGBT, mais les trans sont pas concernés là-dedans, dans la mesure où une transition physique, une transition administrative implique un certain degré de visibilité qu'il n'est pas possible de masquer. Et ça inclut, donc du coup, comme une identité ou pratique, quand on parle de questions trans, ça n'a pas de sens. Si quelqu'un prend de la testo, si quelqu'un prend des oestrogènes, change son nom, la question de ne pas dire ou ne pas dire, bon, c'est un peu compliqué, même si tu dis pas, on va entendre qu'il y a quelque chose qui change. Ça concerne aussi les personnes, au-delà des trans, des gens qui sont d'emblée accusés depuis qu'ils sont petits d'être homosexuels parce qu'on dit qu'ils sont trop efféminés ou trop masculines. Et ces personnes-là vivent une injonction à être dans le camp de l'homosexualité entre guillemets parce que on les trouve pas assez conformes en termes de genre. Donc la dichotomie, encore une fois, entre ce qui relève de la pratique et de l'identité, elle atteint ses limites pour un nombre significatif de personnes. Ensuite, le coming out, c'est pas une réalité absolue au sens où on passe soit de l'invisibilité totale avec tout le monde, soit de la visibilité totale partout. Non, moi, ce que j'ai vu, par exemple, dans le cadre de mon travail, mais aussi des choses que j'ai lues, c'est que tu as des gens qui vont refuser absolument l'idée du coming out à leur famille, à leurs proches,
à leur communauté, mais qui, par exemple, dans leurs universités, ils vont être dans des assos LGBT, ou ils vont être sur Internet dans des forums LGBT. Du coup, ils sont out ou ils sont pas out? Non, c'est contextuel. Et aussi distinguer la question de l'identité de la question de la politisation. Tu peux avoir des gens, encore une fois, qui ne vont pas se reconnaître nécessairement comme homo-identitaires, c'est-à-dire avec des revendications politiques derrière, mais, des revendications politiques visibles, le mot important ici c'est visible, mais qui peuvent par exemple aller à des manifs parce qu'ils habitent pas. Il y a aussi la question géographique est importante. Quand par exemple tu as quelqu'un qui, moi c'est ce que j'avais dans mes enquêtés, des gens qui grandissaient en Guadeloupe, en Martinique, qui en France, qui ne vont jamais dire à leur famille aux Antilles qu'ils sont homo, mais qui en France allaient dans des manifs ou allaient à la Gay Pride ou étaient dans des assos, etc. Donc du coup, est-ce qu'ils sont homo-identitaires ou politiques ou pas? Ce qui est différent pour eux, c'est la visibilité. Et l'autre point que je pense qui est important, c'est que, encore une fois, faut pas culturaliser la question avec l'idée que c'est les homos blancs ont une identité sexuelle et les homos noirs et arabes n'ont pas d'identité sexuelle. C'est dangereux parce qu'en fait, ça reprend la rhétorique homosexuelle, ça reprend la rhétorique homonationaliste qui postule une différence radicale, alors qu'on parle de gens qui sont produits dans des contextes qui sont proches. Peut-être que les gens qui ont grandi ailleurs, c'est différent, mais même en tant que subalterne, il faut comprendre que les minorités de genre et de sexualité afro sont des gens qui sont produites par l'école, par tout un tas de choses qui sont en France. Donc, c'est-à-dire qu'elles ont les mêmes, en tout cas, des constructions politiques, culturelles proches, et que ce qui change, c'est la perception qui va être donnée de ces constructions, parce qu'elles sont noires, donc ça va être regardé différemment, ainsi que l'accès au lieu de sortie. C'est-à-dire que oui, effectivement, quand on est de classe populaire, comme le sont beaucoup de noirs, eh bien, ce n'est pas nécessairement d'abord par la consommation de lieux payants qu'on va être à même de s'identifier à l'identité gay. Par contre, encore une fois, Internet et sa gratuité, même si Internet suppose d'avoir une certaine connaissance et des appareils technologiques, tout ça, Internet a beaucoup redistribué la carte de l'identification comme homo. Autre chose, c'est pas que quand on dit que sur la question de l'identité, il n'y a pas que les minorités sexuelles afrodescendantes qui en fait sont en confrontation avec des modèles identitaires non occidentaux et avec les modèles identitaires occidentaux. Même en contexte blanc, et je trouve ça intéressant de rappeler la culturalisation des processus blancs pour se rendre compte que c'est très dangereux de dire que c'est les noirs qui ont une culture et les blancs n'ont pas une culture. Ça fait partie des trucs racistes de base, de postuler que les blancs sont en dehors de la culture et que nous le serions. Par exemple, en France, il y a des identités blanches non queer et non LGBT qui en fait ne circulent pas et sont spécifiquement françaises. Par exemple, les identités qui sont appelées TPG, transpédéguines. Ça tourne pas aux États-Unis, ça tourne pas en Hollande, etc. Donc c'est pour dire que même il n'y a pas que nous qui avons des choses endogènes qui ne circulent pas. Il y a certaines catégories de blancs, certaines classes sociales de blancs et certains milieux politiques de blancs qui ont aussi des identités qui circulent pas. Donc, quelle conclusion politique tirer de tous ces trucs qui en fait sont on peut dire c'est des distinctions sociologiques, en quoi ça aide la politique, parce que la politique est là pour trouver des fondements unitaires pour faire des choses. Eh ben en fait, ça permet de combattre l'homonationalisme dans le sens où on se rend compte que l'homonationalisme culturalise et exceptionnalise les minorités sexuelles de genre afro, là où en fait on peut retrouver des choses qui en fait renvoient à leurs conditions de vie et des fois leurs conditions de vie de classe populaire qui vont prendre d'autres noms, mais qui en fait peuvent les rapprocher d'autres populations. Ça montre aussi que c'est une mauvaise idée d'emboîter le pas de la focalisation sur le coming out, même si ce serait pour dire que le coming out, nous, on le fait pas. Donc, du coup, dépasser cette question et aussi se rendre compte que, du coup, peut-être que le but, c'est de proposer d'autres définitions du sujet politique en dehors peut-être de la visibilité et de la revendication visible, mais quand même qu'il y a des questions à poser, des questions à résoudre, notamment autour de la santé sexuelle, même si dans le contexte afro, la question du VIH et des IST n'est pas qu'une question, c'est une question qui est moins homosexuelle qu'elle l'est dans le contexte blanc, parce qu'il y a une large part de contamination dans les contextes hétéros, mais du coup, ça permet d'avoir plus de complexité, mais complexité utile sur le sujet. Voilà. Comment, du coup, à partir de cette position de queer afro-diasporique en Occident, est-il possible, en fait, finalement, de lutter contre l'impérialisme?
la question de l'engagement politique et de la formation politique se pose ici parce que, par exemple, euh, en fonction des niveaux de visibilité, justement en lien avec la question précédente, en fonction des niveaux de visibilité et des conditions de possibilité des personnes, l'engagement se pose. Pour un LGBT ou un queer afro, en Occident, est-ce que la personne voudra militer dans une organisation spécifiquement queer noir ou est-ce qu'elle voudrait militer dans une organisation noire tout court? Bien sûr, elle peut aussi militer dans des organisations, si elle est par exemple de gauche, elle peut décider d'aller dans des organisations communistes, etc. Mais ça pose d'autres problèmes que je ne vais pas ouvrir. Donc par exemple, la question qui peut se poser à un LGBT afro dans le contexte occidental, c'est, et français notamment, c'est je milite dans une organisation noire, panafricaniste, anti-impérialiste, ou alors je milite dans une organisation queer noire. La question se pose et elle n'implique pas que la décision du queer noir parce qu'il faut savoir que le queer noir visible ne sera pas forcément le bien vu partout. Donc, je pense que cette question-là, elle demande à chacun, chacune de se dire sur quoi il est prêt à se focaliser. La politique, c'est aussi l'art de savoir faire des priorités. Est-ce que, par exemple, pour moi, la personne peut se demander, est-ce que pour moi, la question queer, c'est une question non négociable que je ne peux pas dissocier de mon engagement politique? Si c'est le cas, je dirais tout bêtement, eh bien, peut-être rejoindre des mobilisations panafricanistes ou noires dans des manifs, mais ce serait peut-être pas une bonne idée d'aller militer dans une organisation noire. Et je précise, pas seulement à cause de l'homophobie, parce que parfois l'homophobie n'est pas présente, ou en tout cas elle n'est pas exacerbée, mais c'est juste que ce n'est pas l'agenda des gens. Et il y a aussi ce truc de comprendre que la question queer ne se pose pas nécessairement partout, en tout temps, en tout lieu. Il y a aussi ce truc-là. Donc, faut voir aussi comment elle se pose. Il y a une différence, par exemple, entre une organisation, par exemple, afro sur la question des papiers et de la migration, une organisation, par exemple, sur le logement. En tout cas, on va dire des organisations sectorielles. Est-ce que, par exemple, une mobilisation afro sur la question du logement dans des quartiers majoritairement afro, où les afros sont ghettoisés, précarisés, etc., est-ce qu'il faudrait que les gens soient tous pro-queer pour considérer qu'il est valable de les soutenir? Ça, je dis non. Par contre, est-ce qu'une organisation, quelque chose qui se présente comme un parti, s'il est afro, il est non-blanc, etc., qui pose la question de l'émancipation comme une question totale, une question globale, une question de justice et de sortir de l'eurocentrisme, dans ces contextes-là, si on rejoint ça, il me semble qu'il y a déjà plus de légitimité à poser la question de la place si on parle de libération globale, il y a plus déjà de place pour poser la question des minorités afro. Ça ne veut pas dire que ça va être bien reçu. Et des fois, moi, je pense qu'il faut juste ne pas rester là où on veut pas de soi et construire un rapport de force à côté. Et sur la question de l'homonationalisme en particulier, comment lutter contre cette forme particulière d'impérialisme, je pense qu'il faut continuer à multiplier, de faire entendre des voix qui contestent cette racialisation négrophobe et anti-Afrique des questions sexuelles. Et ça veut dire quoi, par exemple, faire entendre d'autres voix? Réussir à trouver un équilibre entre la défense des liens familiaux, notamment afro, qui sont pas que des liens affectifs et des liens culturels, c'est aussi des liens économiques qui soutiennent beaucoup de personnes, et affirmer ça, tout en affirmant la valeur de toutes les vies noires, minoritaires inclus. Donc, c'est-à-dire que il y a un discours hégémonique qui oppose la famille noire au queer noir, qui oppose la communauté noire au queer noir. Au queer noir, alors, de reprendre l'offensive en retournant ces discours avec l'idée que, mais bien sûr que les familles noires, comme n'importe quelle famille, ne sont pas parfaites, les communautés noires ne sont pas parfaites, mais il faut contextualiser ces familles-là. C'est-à-dire, la migration, la diaspora, c'est des contextes qui posent déjà un certain nombre de difficultés, et on peut considérer que le regard extérieur sur la gestion des questions sexuelles en leur sein, eh bien, on n'en veut pas. Au-delà de cette question du coup d'engagement politique, comment on fait pour distinguer, grosso modo, le rejet de l'homonationalisme et l'homophobie? Bon, alors, il faut être clair sur un truc, selon le milieu où on se trouve, le simple fait de critiquer l'homonationalisme, ça peut vous faire passer pour être un homophobe. Parce que, de fait, les critiques de l'eurocentrisme, sur quelques sujets que ce soit d'ailleurs, sont rejetées par les tenants de l'ordre, mais aussi par des milieux militants qui refusent de penser comment le progressisme, c'est aussi un produit de l'eurocentrisme. Donc voilà, pour des gens, le simple fait qu'on parle d'homonationalisme là, c'est homophobe. Mais il faut savoir que ce que je décris là, le fait que des gens considèrent que en soi c'est homophobe,
En fait, ça n'épuise pas la totalité du problème et je suis content que tu poses cette question parce qu'effectivement, une fois qu'on reconnaît la pleine légitimité du fait d'analyser, critiquer et combattre l'homonationalisme, il y a maintenant à l'intérieur du champ qui critique l'homonationalisme une bataille à mener sur le contenu de la critique. Parce que toutes les critiques de l'homonationalisme ne se valent pas et toutes ne sont pas, de mon point de vue, émancipatrices. Certaines charrient de l'homophobie, volontaire ou pas volontaire, c'est pas important, mais dans les faits, elles charrient de l'homophobie. Donc, la bataille à mener sur le contenu de la critique de l'homonationalisme, c'est comment on définit l'homonationalisme, donc c'est-à-dire comment est-ce que c'est produit, etc., comment on le combat, et 3, la place de cette thématique et des catégories sexuelles auxquelles elle renvoie dans l'antiracisme et l'anti-impérialisme. Et donc voilà, autant le dire, je m'associe pas à toutes les critiques de l'homonationalisme, soit pour leur façon de conceptualiser le problème, soit pour ce qu'elles amènent à conclure politiquement, ou soit les deux. Par exemple, moi je suis pas d'accord avec l'idée que l'origine occidentale des catégories LGBT et queer justifie la disqualification de leurs usages pour des afros, ou justifie la disqualification de tout mouvement qui se revendique comme ça et qui est noir ou arabe ou non blanc, quoi. C'est-à-dire que pour moi, comment dire, il faut accepter la part de contradiction des mouvements politiques et avant des mouvements politiques, des catégories de population, encore plus quand on parle de la diaspora. Autre chose, moi je suis pas d'accord avec l'idée que la dimension non immédiatement révolutionnaire de mobilisation LGBT non blanche ou afro justifie de s'en détourner. En gros, la politique, c'est aussi permettre des espaces de radicalisation et certaines rencontres doivent se faire pour ça. Mais certaines alliances sont et deviennent impossibles quand vous avez des gens qui partent du principe qu'il y a quelque chose de plus proche du blanc, plus proche de l'impérialisme chez les afro-LGBT parce que c'est pas tout de suite révolutionnaire ou décolonial. Il faut se rendre compte que les mouvements antiracistes, et de même par ailleurs les mouvements féministes ou ce qu'on veut, mais en particulier l'antiracisme, ils ont une histoire politique, et notamment une histoire politique faite d'une part de libéralisme, de sosdémisme, mais aussi de radicalité, de côté révolutionnaire, qui est beaucoup plus longue que la politisation des questions sexuelles afro. Donc, que des minorités sexuelles afro se rejoignent entre elles d'abord pour parler de questions de vécu, etc., et que ce soit pas immédiatement un programme révolutionnaire, ce n'est pas une raison légitime, de mon point de vue, de les rejeter. Et il me semble que des fois, les gens se cachent derrière la non-radicalisation des milieux LGBT afro pour justifier de ne pas aller à leur rencontre. Et il me semble que on entre dans une forme sophistiquée d'homophobie, c'est-à-dire on ne dit pas aux gens vous êtes immoraux, mais on leur dit politiquement vous n'êtes pas assez bon, vous êtes de l'autre côté, comme si la radicalité politique était quelque chose de donné, comme s'il n'y a pas des gens qui se politisent d'abord sur l'antiracisme en partant de trucs un peu proches de SES racisme, antiracisme, un peu teubé comme ça, pour ensuite se radicaliser vers quelque chose d'anti-impérialiste et tout. Donc, ce cheminement-là, il doit se faire. Donc, plus globalement aussi, un truc que je voulais dire, c'est que la question que tu poses est très importante parce que ça vaut pour l'homonationalisme comme pour autre chose. Il faut absolument refuser de se laisser intimider par l'idée que le fait qu'on partage un constat, ici le constat c'est il existe un impérialisme dont l'objet est l'homosexualité, il faut refuser que partager ce constat, ça implique d'être d'accord avec toutes sortes de conclusions politiques, notamment les plus bruyantes ou en vue dans des lieux ou des moments donnés. Donc, refuser qu'on nous fasse croire que ne pas souscrire, donc ça c'est à l'inverse du coup, refuser qu'on nous fasse croire que ne pas souscrire à toutes les conclusions dont certaines sont inacceptables sur l'homonationalisme, ça revient à nier l'homonationalisme en soi. Non, ça revient à l'analyser autrement. Donc ça c'est important. Et maintenant que ça s'est posé, s'il faut faire quelques propositions pour éviter que l'homonationalisme, la critique pardon de l'homonationalisme charrie de l'homophobie, je pense que un des trucs importants, c'est de ne pas faire des LGBT afro le symbole de la modernité, en gros le symbole de la modernité occidentale, que ce serait particulièrement quand des gens seraient LGBT afro et qui se revendiquent comme tels, qu'ils portent particulièrement la marque de l'Occident et donc entre guillemets de la trahison. Je suis désolé, hein, mais et c'est là qu'on voit au fait qu'il faut penser la dimension hétérosexuelle des processus d'impérialisme sexuel, c'est que des fois l'homonationalisme, la critique n'est pas fausse dans son contenu, mais là où elle charrie de l'homophobie, c'est qu'elle fait comme si c'était un processus qui définissait à lui seul l'impérialisme sexuel. Or, l'homonationalisme,
c'est la dimension homo de l'impérialisme sexuel. Donc, je reprends, homonationalisme égale dimension homo de l'impérialisme sexuel. Il y a des dimensions hétérosexuelles de l'impérialisme, mais qui ne portent pas nécessairement avec eux explicitement le mot d'hétérosexualité, pour la simple bonne raison que l'hétérosexualité est une norme dominante. Elle n'a pas besoin d'être nommée pour qu'on renvoie à elle et pour qu'elle soit opérante. Un exemple très simple. Lorsque vous avez des présidents comme Emmanuel Macron, pour rester sur lui, qui se permettent de dire à propos de l'Afrique ou en Afrique même que les femmes africaines font trop d'enfants. On va critiquer ce truc-là comme un discours impérialiste. D'autres personnes vont dire c'est un discours contre les femmes africaines, contre la famille africaine. Mais il faut nommer que c'est un discours d'hétéronationaliste aussi. Parce que à quoi renvoie ce discours? C'est la longue tradition coloniale de faire rentrer les modèles africains, familiaux, dans des formes qui correspondent à la division du travail et à la logique du marché. Concrètement, faire moins d'enfants, être des travailleurs et consommer. C'est documenté historiquement l'ambivalence des administrateurs coloniaux autour de la polygamie, etc. Et on voit que c'était, même s'il y avait des considérations morales, il y avait aussi des questions qui renvoyaient au foncier, à l'accès à la propriété. Et ça, c'est quelque chose que l'historiographie africaine montre, je trouve, de façon assez forte. Les transformations autour de la famille en Afrique sont très liées à la question de la division du travail, à la transformation, à l'introduction d'une nouvelle forme d'économie, à l'avancée du capitalisme. Donc concrètement, quand on a un Macron qui vient parler de la famille africaine et du nombre d'enfants, on a une version 21e siècle de ce discours. Et il faut nommer ça comme étant une version hétéronationaliste. Il va pas dire les hétérosexuels ceci, cela, parce que ça n'a pas de sens de parler des hétérosexuels. On parle des minorités. De la même façon qu'on a plus tendance, quand on dit, quand on parle des questions raciales, à dire les noirs, etc., et à ne pas nommer les blancs. C'est les noirs, c'est les arabes, etc., on nomme pas les blancs. Il faut nommer aussi la dimension dominante. L'hétérosexualité aussi, il n'y a pas que l'homosexualité qui est le fruit de reconfiguration liée à la modernité occidentale. Dans nos cultures respectives, les gens faisaient pas le même nombre d'enfants qu'aujourd'hui. Les femmes ont été soit parfois exclues de l'emploi par les avancées coloniales et ensuite remises sur l'emploi dans d'autres processus. Donc, ce n'est jamais exactement la même chose. L'arrivée, même si c'est très disparate en fonction des lieux et des moyens sociaux, l'arrivée de la contraception. Donc, je parlais déjà du nombre d'enfants. L'âge par lequel les gens se marient, là encore, ça renvoie à des questions économiques, l'accès aux hommes à l'emploi, etc., mais pas que. Donc, en fait, et même dans la migration, je veux dire, on entend beaucoup de conflits dans les diasporas afro sur les mariages. Et là, on parle de gens tout à fait hétérosexuels, où les parents sont pas contents que le fils ou la fille se marie avec quelqu'un d'une autre communauté. Ça fait partie des transformations hétérosexuelles qui renvoient à quelque chose de plus large. C'est l'avancée de la conception du mariage d'amour. Je me marie avec qui je veux. À la base, le mariage, c'est essentiellement une notion, un partenariat économique et aussi qui lie pas deux personnes, qui lie deux familles et des groupes sociaux, mais qui appartiennent au même monde. De plus en plus, la revendication hétérosexuelle du mariage, c'est une revendication du mariage d'amour. Ben moi, j'aime bien faire une petite boutade quand les gens font comme s'il y a que le coming out qui est le signe de la modernité et de la modernité occidentale et que du coup, ça voudrait dire que les LGBT afro qui font un coming out seraient la modernité occidentale et son marxisme. C'est de dire autant les minorités sexuelles afro que les hétérosexuels afro sont façonnés par cet idéal du couple et du mariage d'amour. La seule différence, c'est que pour les minorités sexuelles afro, étant donné que le choix du conjoint, c'est le choix de quelqu'un du même sexe, ça passe par le coming out. Mais pour les hétéros, avant, ils n'ont pas besoin de faire un coming out parce qu'ils gardent la sexualité qu'on attend d'eux. Par contre, ils brisent l'attente familiale, etc. Autre chose, les processus hétérosexuels, hétéronationalistes, bien avant qu'il y ait beaucoup d'émissions sur les homosexuels opprimés en Afrique ou au Moyen-Orient, il y avait beaucoup d'émissions sur les jeunes en Inde, les jeunes au Moyen-Orient, les jeunes en Afrique ne peuvent pas se marier avec qui ils veulent. Donc, ce discours sur
la modernité sexuelle, il ne concerne pas que les homosexuels. Et c'est très important. Et donc, il me semble que lorsque on veut vraiment avoir un discours sur l'homonationalisme qui soit pas un discours réactionnaire, il faut assumer de porter très explicitement la critique des hétérosexualités modernes. Et critique ne veut pas dire que c'est pas bon. C'est comme pour l'homonationalisme. Critique veut dire savoir contextualiser, comprendre ce que quelque chose est, comprendre ce que ça implique comme impasse politique et ce que ça apporte et ce que ça implique. Voilà. Est-ce que la libération des minorités sexuelles et de genre afro est compatible avec le ou les panafricanismes? Alors, bah, écoute, merci pour cette dernière question, notamment de mettre le pluriel, parce que je pense qu'il faut qu'on reconnaisse, pardon, qu'il y a différents antiracismes, différents panafricanismes, avec des orientations, stratégies et horizons différents, voire parfois opposés. Par exemple, dans l'antiracisme, beaucoup ne savent pas que des figures centrales du Black Power, comme Huey P. Newton, ont pris des positions en défense des homosexuels en général, mais en particulier noirs. Et notamment la lettre qu'il a écrite sur la question Huey P. Newton. Alors bien sûr, lettre à contextualiser dans son époque et qui n'était pas une époque où on n'avait pas les formes de nationalisme qu'on a aujourd'hui, mais la lettre qu'il a écrite, un des passages que j'aime beaucoup dans sa lettre, c'est qu'il critique l'idée que dans le mouvement noir, des gens disent les homos sont pas assez radicaux pour qu'on les soutienne. Et il disait, en fait, on peut pas prendre l'exemple des mouvements homo qui sont pas assez radicaux pour justifier qu'on les soutienne pas. En fait, la question, c'est de soutenir c'est de comprendre que c'est la société bourgeoise qui a mis en place la répression des sexualités, etc. Donc, bien avant, parce que souvent il y a un discours, c'est oui, à partir de Black Lives Matter et depuis que c'est ces meufs-là qui sont rentrées, en plus comme elles sont impliquées dans des scandales d'argent, on dit ouais, c'est à partir de que les questions sexuelles sont rentrées dans l'antiracisme américain, etc. Non, même dans les années 70, dans le radicalisme noir, il y avait déjà ces questions étaient posées. Évidemment, ça a été avec beaucoup de tensions et de contradictions, mais elles étaient posées. Mais malheureusement, tu as tout un antiracisme aujourd'hui qui reprend un héritage noir qui l'arrange et qui ne prend jamais soin de mentionner cette dimension sur la place que ces questions-là ont eu chez les révolutionnaires noirs, mais qui par contre aura beaucoup plus de zèle à insister sur la dimension pro-homo de X qui est raciste ou X qui est, comment dire, c'est-à-dire en gros pour parler comme les gens aiment dire en fait les entre guillemets, j'aime pas cette expression, mais ceux qui sont perçus comme les vendus, en gros si t'as un vendu comme on les appelle qui est pro-homo, on sera bien content de te dire que lui il a été un informant, il a trahi la cause noire, il était pro-homo, là on va le sortir. Mais bon, sortir que Huey P. Newton et Angela Davis c'est des gens pro-homo et Davis même qui après sa période révolutionnaire et s'est mis en couple avec une femme et elle le dit elle-même, donc c'est pour ça que je me permets. En gros, dès que c'est des gens intéressants, on veut pas dire qu'ils sont homo, on veut pas le dire publiquement, explicitement. Ça revient aussi à la question qu'on avait sur en quoi la critique de l'homonationalisme peut charrier de l'homophobie, c'est-à-dire des fois c'est pas la description de ce qui est homonationaliste qui est homophobe, mais c'est le fait de se focaliser que sur ça et de ne pas dire ce qu'il y a ailleurs. Et donc moi ce que je vais dire c'est que renouer avec les débats de l'antiracisme, c'est pas mal déjà, révolutionnaire. Et là, je réponds pour la dimension occidentale. Renouer aussi avec l'idée que, comment dire, on n'est pas obligé d'être d'accord sur tous les points, mais par contre, on peut avoir, comment dire, une espèce d'accord minimal sur le refus des législations criminalisantes. C'est-à-dire que lorsqu'on parle de souveraineté caribéenne et souveraineté africaine, avec les personnes avec qui on fait ce travail-là, on peut avoir comme accord minimal non pas de proposer des arrangements en faveur des minorités sexuelles, parce qu'on sait très bien que des fois que ça va aller nulle part, mais par contre d'avoir comme exigence, et j'insiste, c'est une exigence minimale, donc je sais très bien que c'est minimal, mais d'avoir comme exigence minimale de refuser qu'on associe des projets qui se veulent des projets de libération à le renforcement ou le maintien de choses criminalisantes. Ça peut s'argumenter de plein de façons. La criminalisation des sexualités, elle a souvent pour but de s'occuper des opposants politiques ou des classes défavorisées. Ça se voit dans des contextes très clairs comme l'Ouganda par exemple. Et du coup, eh ben, on peut dire à des gens qui parlent d'émancipation, est-ce que ça pose la question plus large de la criminalisation.
C'est-à-dire ne pas nécessairement avoir un agenda LGBT ou queer, mais avoir un agenda sur la criminalisation qui dit les projets de souveraineté dont on se revendique impliquent le refus de la criminalisation des personnes. Donc, ça veut dire de fait inclure aussi le refus de la criminalisation des personnes. Et je reviens sur Patrick Awondo qui, dans le numéro de revue politique, de Raison politique, un numéro qui était paru en 2013, il avait coécrit un article qui s'appelait Une Afrique homophobe, point d'interrogation, revient sur, par exemple, l'histoire de la législation. En tout cas, il y a un résumé sur l'histoire de la législation en Afrique du Sud qui refuse la discrimination de même sexe. Et c'est beaucoup de gens, j'ai déjà entendu ça, hein, des gens qui disent oui, mais c'est parce qu'il y a plein de blancs en Afrique du Sud, donc les gens ont perdu leur culture. Non, ça c'est une vision très culturaliste et qui pour le coup donne la part belle aux blancs comme si c'est les blancs qui décident de tout. Mais non, ce que cet extrait montre et les textes auxquels les auteurs renvoient montrent, c'est que c'est la confrontation avec l'apartheid et le refus de recréer une législation criminalisante dans un contexte récent où il y avait déjà des débats, où les militants sud-africains avaient des contacts avec des anti-apartheid qui étaient homos de d'autres pays, etc. Et il y a eu le refus de, à la fin de l'apartheid, créer une législation sur laquelle il y avait une discrimination sur quelque motif que ce soit. Et sans, évidemment, les textes là-dessus sont assez clairs, qui parlent de ça, c'est que il n'y avait pas d'enthousiasme et de ferveur pro-homo, hein, tout le monde n'était pas d'accord, mais il y a eu une discipline du parti et une discipline des militants de dire, en fait, voilà, même s'il y a une différence entre la société et en tout cas les valeurs qui sont défendues, etc., mais des fois c'est les prises de position politique qui permettent de poser certaines questions. Et je pense que c'est mon mot de la fin, c'est que je pense qu'il faudrait que dans le contexte francophone, les leaders politiques arrêtent de jouer la carte populiste du « comme nos populations sont homophobes », etc., etc. Bon, premièrement, il faut arrêter de postuler qu'elles le sont plus que les Blancs. Peut-être qu'elles le sont plus que les Blancs, pourquoi pas, mais je veux dire, les Blancs nous donnent quand même des super beaux spectacles. La France, c'était la manif pour tous. Enfin, je veux dire Zemmour, excuse-moi, mais j'ai pas l'impression que c'est super cool si un de ses enfants est homosexuel. Je pense pas que ça doit être génial. Donc, il faut accepter l'idée que il y a certaines prises de position symboliques de la part de certains leaders, même si ça change pas le monde. Mais par contre, ça met une sorte de temps d'arrêt sur les violences. Alors que quand les leaders continuent, et moi je suis pas pour les trucs de leaders, mais c'est comme ça que ça existe politiquement, donc c'est comme ça. Quand tu as des leaders qui prennent des positions qui vont dans un sens qui défend la valeur et la dignité de toutes les vies noires, en fait, ça permet d'ouvrir un espace pour d'autres que quand ils prennent pas, ben en fait, tu es un peu à la merci des autres. Donc voilà. Oui, la libération des minorités de genre, elle est compatible avec les projets de libération et de souveraineté caribéenne, africaine, panafricaniste, mais ça va pas être simple et ça demande pour beaucoup du courage et dire oui, ça veut pas dire quel chemin ça va prendre, parce que le but c'est de tracer un nouveau chemin, parce que le militantisme LGBT tel qu'il existe, il est pas assez en rupture avec les logiques néolibérales, donc il faudrait inventer autre chose. Merci beaucoup. Et si tu avais une question à poser au prochain intervenant, qui sera Patrick Awondo notamment, qu'est-ce que ce serait? Comment, alors, je sais pas, c'est une grosse question, donc ça vaut ce que ça vaut, mais c'est juste, je me pose la question de comment faire en sorte, enfin, est-ce que lui, il juge entièrement, 100% de mauvais œil, l'ONGisation de la question des homos en Afrique? Merci beaucoup. Voilà, merci à toi. Merci d'avoir écouté Le Maquis, le podcast de la MECAS. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner. Enfin, si vous voulez continuer la conversation, suivez-nous sur nos réseaux sociaux et donnez votre avis via le hashtag Le Maquis. À très vite.